très importante qu'on n'avait pas pu traiter à Lille et qu'on n'a pas pu traiter dans nos différents événements depuis janvier. C'est la thématique du grand âge. Et Olivier est parti, mais quand Olivier vous a dit qu'un directeur d'hôpital ne pouvait pas fonctionner sans visibilité sur ses budgets, figurez-vous qu'il y a un mois dans l'actualité, un mois et demi, vous avez dû entendre parler quand même, d'entendre cette information incroyable que 80-85% des EHPAD publics en France étaient en déficit. Vous avez entendu ça? Ce truc de dingue. Moi, j'ai eu des directeurs d'EHPAD au téléphone. Et effectivement, ils avaient plus d'argent. Voilà. L'argent n'arrivait pas. Alors, ils ne voulaient pas brader la bouffe, ni les draps. Ils voulaient continuer à avoir des règles d'hygiène pour nos aînés sans dégrader la prise en charge. Ils voulaient continuer à payer le personnel. Mais en fait, ils commençaient à avoir des problèmes avec leurs fournisseurs, parce que les fournisseurs avaient bien conscience des difficultés de trésorerie, quoi. Ben, ça, si vous voulez, et puis je veux juste vous citer les débats actuels sur l'euthanasie et le suicide assisté, qui me révulsent. C'est pas prévu qu'on en parle ce soir, mais ça me révulse. Mais là, quand on parle du déficit des EHPAD et de l'euthanasie, on a à peu près, bon, s'il y a des politiques qui écoutent ça, ils vont être en colère, mais on a résumé la politique pour le grand âge en France. Bon, nous, on pense que c'est pas normal. Heureusement, tout n'est pas aussi dramatique que ce que je viens de vous dire. Il y a des professionnels impliqués. Donc, on a fait une grande thématique sur le grand âge ce soir. Alors, le topo, la présentation, elle n'est pas là, Jenny. T'es là. Vous ne vous présentez pas. Donc. Il va y avoir 3 présentations différentes. D'abord, Gabriel, qui est médecin, tu vas nous introduire un peu le sujet. Et tu vas nous expliquer pourquoi probablement que la désorganisation du soin en France fait de nos aînés les premières victimes. Voilà. Ensuite, vous allez entendre plusieurs professionnels impliqués dans le maillage du soin en ville, des infirmières libérales. Comment ça marche en pratique. Et puis après, on aura la présentation d'une infirmière qui est IPA et Azalée. Gabriel, je te laisse la parole. Oui, merci Arnaud. Tu te représentes, médecin généraliste. Dans le Lot. Dans le Lot. En rural. Membre actif du collectif Santé en danger. Tu as quand même été un peu à l'UFML. Le syndicat de Jérôme Marty, jamais? Syndiqué, oui. Membre de Médecins pour demain. Oui. Et de la FMF, non? Tout, moi je suis partout. Peu importe, hein. Voilà. Et c'est vrai que, voilà. Eh bien écoute, je te laisse la parole. Merci pour le jingle dans vos têtes. Ouais. Voilà, merci. Donc je tenais à aborder ce thème, le grand âge, en médecine de ville, parce que, en fait, malheureusement, en tant que médecin généraliste, pour nos patients qui ont la chance encore d'avoir un médecin généraliste, on fait face à de multiples difficultés. Quand je me suis installée, je me souviens de mes patients, quand je leur annonçais, bon, monsieur, faut aller aux urgences, faut aller à l'hôpital, ils me regardaient, ils me disaient, non, je veux pas y aller. Enfin, faut vraiment convaincre les gens d'aller à l'hôpital. Et en fait, je suis passée à l'hôpital et on comprend pourquoi, parce que le personnel à l'hôpital est déjà surmené. Et en fait, les sujets âgés, ce sont des gens qui demandent beaucoup de soins et beaucoup d'attention. Et on se rend compte assez vite que si une personne âgée est hospitalisée dans un service classique et pas de gériatrie, malheureusement, le retour à domicile est plus compliqué et ils ont peuvent plus souvent avoir des plaies, des syndromes de glissement. Ça veut dire qu'en fait, leur état s'est vite altéré sur une courte hospitalisation parce qu'il n'y avait pas de kiné pour les faire se lever, il n'y avait pas le nursing adapté. Donc ça, c'est le premier point. Et en fait, en soins de ville, jusqu'à présent, où je suis, on avait l'impression d'arriver à suivre les retours précoces d'hospitalisation, les nursing, enfin voilà, ça tournait. Et depuis le Covid, c'est bizarre ce Covid, on s'est aperçu que finalement beaucoup de soignants ont disparu et en fait on n'arrive pas à recruter. Donc nous, on se retrouve on a plusieurs difficultés. Déjà, nous, médecins généralistes, nous sommes de moins en moins nombreux. Donc, nous prenons en charge forcément de plus en plus de patients. Et les personnes âgées, souvent, on a besoin de faire des visites à domicile, il faut se rendre dans les EHPAD. C'est des gens qui ont beaucoup de pathologies, beaucoup de traitements, donc ça demande une réflexion plus longue et donc beaucoup de travail. Et on est un peu limité dans ce temps. Alors, les infirmières libérales avec qui je travaille, un autre problème, c'est que leur travail n'est pas assez rémunéré. Donc, du coup,
si elles sont payées maintenant au forfait, en fait, pour les personnes âgées, elles se sont aperçues que quand elles utilisaient ce forfait, elles pouvaient être rémunérées pour la toilette du matin, mais en fait, le soir, c'est comme si elles passaient gratuitement. Nous avons des soucis de recrutement d'aides-soignantes, parce que souvent les tournées sont trop longues, le rythme est souvent insoutenable et les équipes ne tiennent pas. Maintenant, nous avons même le problème que nous n'avons plus d'auxiliaires de vie. Donc en fait, nous avons des gens qui rentrent à domicile, qui ont besoin d'une aide une aide ménagère pour la compagnie, pour les aider à faire les courses, et nous n'avons même pas ces personnes. Un autre problème qui s'est ajouté récemment, c'est qu'on s'est aperçu que quand on pouvait faire, imaginons, moi le matin je vois quelqu'un, j'arrive à le faire hospitaliser directement l'après-midi, je ne trouve plus d'ambulancier. Donc je me retrouve à appeler le 15 et pour lui dire, pouvez-vous m'envoyer l'ambulance de garde, il n'y a pas d'ambulancier en ville. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les difficultés sont multiples, les délais d'examen sont trop importants. Pour une simple radio, maintenant c'est 3 semaines. Les IRM cérébrales, c'est 3 mois. Je vous en passe. Aussi, le problème des personnes âgées, on s'aperçoit qu'ils se sentent exclus du système de soins à cause de la fracture numérique. Il faut penser qu'il y a des gens qui sont seuls, qui n'ont pas de famille. Ils ne peuvent pas prendre de rendez-vous sur Doctolib, une plateforme numérique. Ils ne peuvent pas remplir leur dossier via Trajectoire. Et maintenant, nous, on a un souci, c'est qu'ils ne reçoivent même plus leur compte-rendu d'examen biologique à domicile en papier. Et ça, c'est quelque chose mais qui les stresse énormément. Et du coup, ils se sentent mis à l'écart. Aussi, il y a le côté coût financier. Là, de plus en plus de gens me disent écoutez, docteur, la mutuelle, c'est 300 € pour moi et 300 € pour ma femme par mois. Je ne peux pas la payer. Donc ça pose souci. Beaucoup renoncent aux mutuelles. Et en fait, les annonces récentes du gouvernement nous inquiètent parce que Bercy a demandé de revoir les affections longue durée. Donc ça veut dire que s'il diminue la liste des affections longue durée, ça veut dire que nos personnes déjà qui sont âgées dans la précarité vont renoncer à de nombreux soins parce qu'ils ne pourront pas payer la part complémentaire. Un autre aspect qui m'inquiète, c'est que nous, les médecins généralistes, les syndicats ont signé notre nouvelle convention médicale. Et en fait, dans cette convention, il est dit que nous devons diminuer nos prescriptions avec des polymédications, diminuer les soins infirmiers, diminuer les soins de kiné. Donc, en fait, on se dit, on va exclure de notre patientèle les plus fragiles, les plus malades, pour avoir de l'argent. Enfin, c'est complètement aberrant. Bon, parce que là, Gabrielle, tu nous as bien présenté tout ce qui ne va pas. Donc, la convention, elle est signée. Ce qu'on appelle la convention, c'est l'accord des médecins généralistes avec la CNAM. Vous avez entendu parler de ça, ça faisait plusieurs mois. Vous savez, la consultation qui est passée de 26,50 € à 30 €. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Bon, en fait, voilà, ce que vous dit Gabriel, c'est que ça s'est fait en échange de mesures de régulation, finalement, de la prescription du soin. Alors, on met en avant des arguments économiques, mais bon, c'est quand même, la préoccupation, elle est vraiment très économique. Tous les manques là, alors cette convention elle est signée de toute façon, donc ça c'est foutu. Et puis les syndicats l'ont signé, enfin pas tous, mais la plupart. Enfin, il y a 3 syndicats sur 4. 4 sur 5. Bon, calmez-vous. 5 sur 6. 5 sur 6. Bon, mais donc il y a quand même une forme d'unanimité. Mais il faut comprendre que si la convention n'était pas signée, le risque c'était de rester dans ces conditions-là pendant plusieurs années. Donc bon, il y a des syndicats qui ont préféré gagner un petit peu maintenant pour continuer les négociations plus tard. Quand tu dis que tu manques donc tu as parlé d'ambulanciers, tu as parlé d'aide à domicile. Bon, tes solutions c'est quoi? Alors mes solutions, c'est pas moi, ça sera mes collègues. Car on a une aide à domicile qui va parler. On a une infirmière qui va parler. Toi, ta mission c'était le diagnostic. Moi, c'était diagnostic, et après, il y a les solutions. Le contexte. J'espère bien qu'elles ont des solutions. Parce que tu vois, nous on a des ambulanciers dans le collectif Santé en danger. Par exemple, moi j'ai jamais entendu dire qu'il n'y avait pas assez d'ambulanciers. Si. Ok, parlez, dites-le. Hein. dites-le. D'accord, il n'y a pas assez d'ambulanciers. Bon voilà, ok. Donc on est là ce soir pour alerter et lister les problèmes parce que faut que vous compreniez que tout ce qu'on se dit ce soir,
va ensuite être réécouté, on va noter les propositions, et on va faire en fait une synthèse qu'on va porter aux politiques. Hein. C'est pour ça qu'on essaye ce soir de balayer plein de sujets. D'accord. Et y compris, donc je ne vais pas spoiler le reste du truc. Alors donc on passe la parole à Béatrice. Merci. Alors moi, en EHPAD, j'ai constaté que depuis... Tu es aide-soignante, hein. Je suis aide-soignante, oui. Okay. J'ai constaté depuis quelques années qu'on avait des personnes à des multipathologies et certaines chroniques, de comorbidité, des BPCO, des diabétiques, et souvent avec cette surveillance clinique particulière, ça a mené parfois avec un facteur de risque de décès. Donc il est clair qu'au niveau du personnel dans cette institution, parce que ce n'est pas que là où je suis moi, hein, c'est en général, je me rends compte que quand même au niveau effectif, il y a quand même, c'est léger. On a une infirmière pour entre 76 et 80 résidents. Alors une infirmière. Pause. Là, il faut bien que tout le monde entende ça. C'est quand même fondamental. C'est une EHPAD publique ? C'est une EHPAD publique. Donc tu as une infirmière en journée ? Une infirmière le matin jusqu'à 14h et une infirmière le soir de 14h jusqu'à 21h. Pour entre 76 et 81 résidents. Voilà. Alors ce qui est marrant maintenant, c'est qu'on peut le mettre en regard de la première présentation de ce soir. L'éco-responsabilité, le climat, tout ça. Voilà. C'est marrant, quoi. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est incapable de... Bon, alors ça, c'est... Bon, à mes yeux, à moi, c'est strictement inhumain. Okay. Au niveau aide-soignant, nous sommes 7 le matin pour faire autant de toilettes. L'après-midi, on est 3. Donc 3, il faut savoir que parfois, dans un étage, sur 26 résidents, il y en a 6 à faire manger. Donc nous avons à peu près 1 heure pour servir et faire manger. Et il se trouve que on se retrouve avec des ASH où il y en a 2 le matin pour entre 76 et 81 résidents, et le soir 3. Alors, le matin, elles servent les plateaux des petits déjeuners. On a 3 services, donc 3 étages. Donc, automatiquement, l'aide-soignante doit servir les repas. Alors, on n'a rien contre le service du repas, parce qu'il n'y a pas de sous-métier. C'est le fait que, du coup, ça nous incombe du temps pour le soin après au niveau de la toilette. Et l'après-midi, on les laisse à 3 parce que il faut faire des chambres, parce qu'il y a quand même à peu près entre 77 et 80 chambres. À 3, ça fait beaucoup. Alors du coup, ils en font qu'un sur 2. Donc les jours impairs et les jours impairs le lendemain. Enfin, on en arrive à diminuer tout un tas de choses. Et ensuite, il se trouve qu'au niveau aide-soignant, parfois, on a des faisans fonction, parce qu'ils ne trouvent pas d'aide-soignant, parce que travailler dans ces conditions, il se trouve que même au niveau infirmier, ils en trouvent de temps en temps. Mais quand elles voient comment il faut travailler, 2 jours après, elles ne reviennent pas. Et en fait, même les élèves, alors on donne une mauvaise image en fait de ce travail, parce que quand elles viennent pour faire les études, les stagiaires, elles se retrouvent parfois avec l'infirmière toute seule pour justement l'aider à faire ce métier. Et puis quand elle la voit, ça donne vraiment pas une belle image et envie de continuer. Donc on a souvent des échecs et des gens qui partent. Ensuite, par rapport à tout ça, notre cadre de santé, qui est aussi avec son problème d'absentéisme, les projets de vie, etc., elle ne peut même pas s'y projeter avec nous parce qu'elle a le nez dans le planning, parce qu'ils font que ça, en fait, les plannings, dans tous les sens, parce qu'on est tellement sur le fil tendu que de toute façon, ça ne passe pas, c'est plus possible. Ensuite, après, il y a la qualité de vie au travail pour le personnel. Donc je pense que ça c'est mis en place, mais en fait, qui c'est qui travaille dessus, qu'est-ce qu'on nous apporte jusque-là? Oui, il y a la qualité de vie au travail, mais aujourd'hui, il n'y a rien de proposé. Voilà. Je vous remercie. Forcément, on vous applaudit d'abord. Forcément, de toute façon, il n'y a pas de mystère. Les EHPAD sont en déficit et les directeurs m'ont dit qu'ils avaient du mal à payer les factures de nourriture et de matériel. On peut tout à fait imaginer dans ce contexte-là qu'ils ne puissent pas embaucher plus de personnel. Bon, c'est dramatique pour la gestion de nos aînés, donc c'est nos parents, nos grands-parents, ce que vous voulez. On peut faire des cérémonies pour du débarquement, bien sûr, et de faire venir
vu en fauteuil roulant. Mais quand on voit, enfin, je viens de penser au parallèle, hein, mais quand on voit la manière dont on les traite, je trouve, dans nos institutions, voilà. Alors, nous, on le dénonce, hein, bien sûr, mais en fait, on a besoin de la force de tout le monde, y compris des usagers, quoi, parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on est un citoyen français, on ne doit pas accepter des conditions pareilles. Bon, même si on a la chance de vivre et de mourir chez soi, comme ça arrive parfois, heureusement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que donc, effectivement, la qualité de vie au travail, c'est catastrophique. Pour la petite histoire, c'est vrai que moi, quand j'étais étudiant, je travaillais dans des centres de gériatrie comme ça, donc toutes les cadences là, mais moi, j'ai vécu ça il y a très longtemps, et c'était déjà pareil. Et donc, c'est complètement illusoire, parce qu'en fait, quand vous écoutez des politiques sur le sujet, ils vous expliquent avec beaucoup de sérieux qu'en fait, ces métiers-là souffrent d'un manque d'attractivité. Mais bon, ils sont débiles ou quoi, en fait? Ils sont débiles, ils sont surtout de mauvaise foi. Parce que forcément, avec des ratios pareils, ce qu'on appelle les ratios, donc c'est combien de soignants pour combien de résidents, bah, ça épuise les gens en place. Béatrice est manifestement une passionnée, donc il y a des gens comme toi qui sont des rocs et qui ne seront jamais déboulonnés, mais imaginez nos jeunes, vous les connaissez les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui ont 20 ans là, ils vont faire être soignants pour aller faire ça là? Jamais, jamais. Donc c'est un vrai problème. Alors où est-ce qu'on en est sur ces thématiques-là? Bon, Bernard Jomier, qui est sénateur, PS, mais c'est un détail, hein, c'est surtout un sénateur, ben lui, il essaye de faire passer une loi sur les ratios dans les établissements de santé. Les ratios, c'est de limiter le nombre de patients par soignant. Mais ça a été voté au Sénat, mais pour le moment, le gouvernement actuel, le ministère actuel, que je salue au passage, je les déteste. Hein. Enfin, le ministre actuel, je crois que c'est celui que je déteste le plus depuis 4 ans. Il refuse de traiter le sujet. Alors, pourtant que ça a été voté au Sénat. Mais ils vont essayer de passer par des voies détournées pour quand même que ce soit discuté. Alors, juste un point sur ce sujet, puisque on était à Paris et effectivement, on a discuté avec Bernard Jomier il y a 10 jours. En fait, il nous a dit, c'est très simple. Le gouvernement ne veut pas, enfin, l'Assemblée nationale ne veut pas inscrire la loi pour qu'elle soit votée à l'Assemblée. Elle est déjà passée au Sénat. Et en fait, donc, ce que nous a dit Bernard Jomier, c'est qu'ils avaient bon espoir quand même d'arriver, par des questions de procédure, à faire en sorte que la loi soit votée. Sachant qu'il nous a expliqué que tout le monde était d'accord, mais qu'officiellement, il y en a qui, à ce moment-là, auraient besoin d'aller aux toilettes. Enfin bref, voilà. Et en dernier lieu, le ministère a dit, les conseillers du ministère ont dit à Bernard Jomier, ne vous inquiétez pas, de toute façon, les décrets d'application, vous ne les verrez jamais, donc la loi ne sera pas rendue effective. Bon, voilà, ça c'était juste... Alors nous, on ne fait pas de politique. Si, on fait de la politique parce qu'on commente, on est des commentateurs. Mais par contre, le collectif Santé en danger, si vous ne nous connaissez pas bien, on peut vous dire qui est nul. On ne dit pas pour qui il faut voter, pas voter, mais on peut vous dire qui est nul, qui est bien. Le problème, c'est que ça ne répond à aucune logique de parti politique, hein, sur ce que je suis en train de vous dire. Il y a juste des gens qui ont l'intelligence d'écouter un peu des experts de terrain, et puis il y en a d'autres qui font carrière. Voilà. Et quand on fait carrière en politique, sans s'appuyer sur ces thèmes-là, sur de l'expertise de terrain comme Béatrice. Vous voyez, Béatrice, elle devrait être auditionnée à l'Assemblée nationale. Il y aurait combien de députés pourraient supporter d'entendre qu'il y a une aide-soignante ou une infirmière pour 60 patients? Enfin, c'est pas entendable. Voilà, donc nous, on est là pour casser la chape de plomb. Oui, et en plus, j'ai oublié de dire, nous avons la casquette de l'infirmière parce qu'on est obligé de distribuer les médicaments aussi. Ouais. C'est que les aides-soignantes qui distribuent le médicament le matin. Voilà. Ok. Bon, merci de nous avoir bien remonté le moral. Merci. Ça donne pas envie de vieillir. Une question? Ouais, des questions dans la salle. Et puis, Jenny, tu vas pouvoir te préparer? Attends. J'ai pas mes lunettes. Bonsoir. Je suis très interpellée par le discours de Béatrice. Une journée en EHPAD, c'est pas de la curiosité malsaine, mais concrètement, comment ça se passe? Vous êtes 3 pour donner à 26 personnes en 1 heure le repas. Comment vous faites concrètement? Il y en a qui ne mangent pas, il y en a qui Alors, effectivement, parce que sincèrement... Pour la toilette, on ne lave pas les jambes, on ne lave pas la tête, à la limite, c'est pas grave. Clair qu'il y a parfois, on va tête, main, et voilà. Mais un repas, comment ça se passe? 26. Un repas, moi je vais vous dire, parfois, si la personne, elle ne veut pas manger, j'insisterai pas.
Enfin, Si les 26 veulent le manger? alors, les 26, en général, il y en a 6 à peu près. Hein. Là, actuellement, on en a 6. Mais si, par exemple, sur les 6, il y a une personne on a des difficultés à la faire manger, bien, on ne va pas traîner. On n'aura pas le temps de rester une demi-heure avec cette personne parce qu'il arrive parfois le midi, on passe une demi-heure avec elle pour la faire Tu manger. dois être contente quand ils n'ont pas faim. Ah ben voilà, Ouais. c'est clair. Si vous pouviez dire au maximum de gens âgés de ne pas avoir faim. Après, il y a aussi le fait qu'il y a des gens, ils pourraient manger tout seuls quand ils mangent avec les mains. Il y en a beaucoup comme ça. Mais le problème, c'est que c'est pas possible de donner des repas le mange-main. C'est pas possible, ça coûte trop cher. Donc voilà, du coup, ça coûte trop cher. Ils préfèrent épuiser les gens et puis que les résidents ne mangent pas, ou enfin, mangent moins. Et voilà comment ça se passe. On est obligé de tout faire à l'arrache, en fait. C'est comme ça le travail de soins. C'est vrai que c'est écœurant. Après, il peut y avoir de bonnes choses parce que quand on est là, c'est qu'on a de l'empathie, on aime son prochain, on aime s'occuper d'eux. Donc, il peut y avoir des moments tendres, des moments des relations, mais c'est pas beaucoup, quoi. Voilà, ils ne méritent pas ça. Vraiment, ils ne méritent pas ça. Personne ne mérite ça, je pense. Ouais. Merci Béatrice. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. T'as entendu? Alors pour les réseaux, tu nous dis que la distribution de médicaments, ça fait partie des compétences des aides-soignants. Ouais. Oui, Bien, absolument. tant mieux, de toute façon, c'est ce qui est déjà fait. Oui, absolument, mais dans le cadre où ça prend du temps sur le soin, parce qu'après, derrière, il y a quand même des soins, c'est ça que je voulais relever, en fait, parce que après, fait pas autre chose, quoi. Voilà, tout à fait. Il y avait une autre question là-bas, oui. Alors rapidement, parce qu'il faut qu'on enchaîne. Faut parler vite. Bonjour, moi je suis interpellée comme tous et toutes. Mais vous découvrez pas quand même? Non, du tout. Non. Mais par contre, ça m'interroge aussi sur le rôle des familles, qui peut être un levier pour modifier. Je pense que les familles, elles ont peur. Les familles, elles ont peur dans le sens, si jamais on leur dit, écoutez, si vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs. Et en fait, ils ne peuvent pas prendre... Déjà, ils se culpabilisent de laisser leur aîné dans une structure. Si en plus on leur dit, non, c'est plus possible, on ne peut pas... par exemple, après, je ne sais pas, mais j'ai ce sentiment-là. Après, c'est personnel. Il y a l'euthanasie maintenant, hein, donc attention, il va falloir que les familles elles soient un peu sympas parce que par contre, il y aura toujours la sanction de l'euthanasie qui planera maintenant, parce que je vous rappelle que non mais alors vous avez compris que je suis en train d'expier le sujet, quoi. J'essaye de me faire du bien, mais en rigolant là-dessus, il faut quand même savoir que ça fait partie du soin, hein, pour certains politiques. Hein. Voilà, vous avez entendu ce truc. Hein, il y a une chose aberrante aussi, on a les urgences, on a juste à traverser la rue. Pour aller aux urgences, quand on a par exemple quelqu'un qui est tombé, etc., un week-end, par exemple, ils sont obligés d'appeler les ambulances. Alors, évidemment, l'ambulance, elle est à 3/4 d'heure, 1 heure. Donc, des fois, ils ne peuvent pas venir. Mais il n'y a pas un service de brancardier parce que même nous, on n'a pas le droit de traverser la rue avec un fauteuil ou un brancard. Ce n'est pas possible. Mais du coup, c'est des dépenses inutiles. Il faudrait trouver des solutions. Mais il n'y a pas de médecin, tout simplement. La nuit, il n'y a pas de médecin dans ces structures-là. Et en journée, c'est de plus en plus difficile de trouver des médecins qui s'occupent de... Il faut absolument qu'on avance, Béatrice. Alors, tu vas laisser la place aux autres un peu, quoi. Parce que, parce que je savais qu'à un moment donné, ça allait arriver. Hein, mais... Non, je plaisante, bien sûr. Béatrice reste dans la salle. Donc, vous pouvez aller la voir pour lui poser des questions sur comment elle fait. Parce qu'on se demande quand même comment vous faites. Bravo.